Tout à fait. Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour Xavier. Vous avez été patron du RAID au moment des attentats de 2015, député de la majorité lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous êtes conférencier, spécialiste des questions de management. Vous publiez chez Plomb Les Hommes en Noir, un roman aux étranges résonances avec votre parcours. Alors, les attentats de 2015, le RAID, la place du pouvoir, on va parler de ça. Jean-Michel Fauvergue, vous incarnez l'action, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est un costume que l'on quitte un jour? Difficile de le quitter. D'abord, ça ne dépend pas de moi. Chaque fois que j'ai un interlocuteur un peu éclairé, ça me renvoie à tout ça. C'est une partie de ma vie qui est importante. D'ailleurs, est-ce que j'ai envie de le quitter? Ça, c'est une question que je pourrais me poser, effectivement. En tant que romancier, d'ailleurs, ce roman-là, Les Hommes en Noir, le roman, parle de faits réels et parle de ces faits-là. Et après, on enchaîne sur autre chose. Alors, certainement qu'en tant que romancier, dans l'avenir, je m'éloignerai de cette thématique, sans doute. Ceci dit, pour le reste de ma vie, puisque je partage mon temps sur plusieurs activités, pour le reste de ma vie, je pense que cette patte-là, cette marque-là, elle va rester. Mais moi, je ne la renie pas. J'essaye de travailler dessus, j'essaye d'apporter des solutions, j'essaye d'être compétent là-dessus, de continuer à m'enseigner, même si je ne suis plus dans la police et dans le mouvement, mais je ne pense pas que ce costume me quittera un jour. Alors, le roman, ce roman, c'est un roman fort, un roman noir, et qui revient sur une période récente, hein, c'est la plongée dans la lutte contre le terrorisme. C'est aussi un essai pour comprendre ce qui se passe dans la tête des protagonistes. Mais pourquoi le roman ? Bien, le roman, parce que je m'étais essayé à des documents que vous connaissez, patron du RAID, etc., qui relataient les faits précisément tels qu'ils s'étaient passés. J'ai fait d'autres essais aussi, mais j'ai eu assez rapidement envie d'écrire un roman, d'abord sur cette période-là, et puis ensuite sans doute d'autres romans. Je travaille à d'autres types de romans. Mais j'ai voulu, au départ, travailler sur la réalité des choses, la romancer, passer à travers le roman les sentiments qu'on ne peut pas passer sur des documents. Les sentiments des personnes agressées, des otages, des chefs d'unité, des policiers intervenant sur un certain nombre de choses, avec leurs ressentis, leur manière aussi de voir les choses, le temps qui passe différemment selon le fait qu'on est du bon ou du mauvais côté de la crosse de l'arme, c'est-à-dire qu'on est otage ou qu'on est policier intervenant ou qu'on est terroriste. Et puis j'ai voulu aussi, dans le cadre de ce roman, confronter des ambitions parallèles, qui sont les ambitions à la fois d'un chef d'unité qui ensuite s'insère dans le parcours politique, et de l'autre côté, les ambitions d'un djihadiste qui va monter dans sa hiérarchie propre. Et ces deux hommes-là vont se rencontrer à plusieurs reprises. Et cette confrontation-là, c'est une confrontation riche parce qu'on s'aperçoit souvent que tout n'est pas blanc ou noir et que justement, il y a des évolutions, il y a des tendances qui font que à un certain moment, les choses vont arriver à leur paroxysme. Alors justement, votre personnage principal, Gabi, qui vous ressemble beaucoup. Jusqu'à un certain moment. On sent que, effectivement, on sent que vous avez puisé évidemment dans votre expérience. Il est confronté donc à Wahid, un terroriste qui effectivement grimpe dans sa hiérarchie. On est bien dans ce contexte des attentats de 2015, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan. Ce terroriste
vous avez pris le temps, et c'est un moment captivant, de suivre son parcours, de son quartier de Noisiel jusqu'aux confins de l'Afghanistan, la Syrie de Daesh, et jusqu'à l'organisation de l'attentat de l'Hypercacher. Pourquoi avez-vous voulu rentrer dans la psychologie de ces tueurs ? Je voulais rentrer dans la psychologie de ces tueurs de manière romancée, dans le cadre du roman, parce que quand vous êtes policier dans la vie réelle et chef d'une unité comme le RAID, ou policier d'enquête antiterroriste, vous êtes obligé de rentrer dans la psychologie de ces gens-là. Et vous voyez qu'il y a des parcours multiples et variés, et des parcours qui sont des parcours inhabituels. Et j'ai voulu décrire ça, j'ai voulu décrire le parcours inhabituel, comment on rentre dans le terrorisme, comment on prospère dans le terrorisme, comment on se délecte, et je pèse mes mots, comment on se délecte de ces situations-là, comment il y a une espèce de drogue à la violence, mais aussi comment il y a des bandes rivales, comment on essaye de circuler à travers les luttes intestines. Et je pense que le public ne le sait pas assez, mais il y a énormément de luttes intestines dans le milieu djihadiste, et c'est ce que j'ai voulu décrire aussi. En fait, en réalité, ce roman peut servir aussi d'information. Il est très informatif sur comment les choses se passent, pas seulement du côté de l'État français et de la police, etc., mais de l'autre côté du rideau noir. Et les hommes en noir, c'est à la fois l'unité d'intervention, mais c'est aussi les djihadistes qui se mettent en noir pour passer à l'action. Alors justement, cet aspect vestimentaire, c'est quelque chose d'étonnant que vous décrivez. Il y a, de la part des terroristes, avant le fait de commettre un attentat, tout un rituel vestimentaire et intime qui précède un attentat. Est-ce que vous pouvez préciser ? Oui, alors, comme je vous le disais, les hommes en noir, c'est à la fois les uns et les autres. C'est l'unité d'intervention, ça on le sait, on le voit. Je l'explique aussi d'ailleurs, c'est traditionnel, le noir. Et puis là, le poids des équipements. Le poids des équipements, ouais. Effectivement. Et de l'autre côté, effectivement, on a aussi des hommes en noir qui ont tout un rituel, qui avant de monter au combat ou de se faire exploser, vont d'abord prier, ensuite se raser complètement toutes les parties intimes, se protéger les parties intimes pour l'explosion, parce que leur ambition c'est de monter au paradis d'Allah et d'être en contact avec un certain nombre de vierges, et donc voilà. C'est quand même assez inhabituel, c'est dit aussi dans le livre, que de traiter sur Terre la femme telle qu'il la traite, telle qu'il la traite, avec le mépris qu'il la traite, et de penser que au ciel, c'est une récompense ultime, quoi. La femme d'une manière générale et la Vierge d'une manière plus particulière. Donc voilà, c'est tout ça que je décris, mais la carapace, ces habits noirs, c'est en fait aussi les habits de l'âme, d'âmes noires, d'individus qui sont torturés. Alors, dans cette entrée en psychologie, si on prend l'autre côté, lors d'un attentat, effectivement, ensuite on a les cellules d'appui psychologique post-attentat pour les victimes. On ne parle pas beaucoup en fait des intervenants du RAID, parce que on va dire, même si vous êtes entraîné et malheureusement habitué, il y a, on va dire, des chocs psychologiques. Et là, vous le décrivez très bien et très finement, de manière très directe, syndrome post-traumatique, conséquences à long terme. Est-ce que vous pouvez dire ce que l'on ressent à long terme quand on vit de l'intérieur ces attentats ? Oui, là aussi, c'est
toute la force du roman, d'une manière générale, de pouvoir effectivement mettre dans des faits réels. Il n'y a pas que des faits réels en ce moment, il y a des faits romancés, totalement romancés aussi, mais mettre dans des faits réels, partir de faits réels et mettre tous ces sentiments, toutes ces évolutions psychologiques. Et c'est quelque chose, et vous l'avez dit, que j'ai essayé de retransmettre. On ne peut pas, comment vous dire ça, on ne peut pas traverser cette période-là, la période que j'ai traversée, moi, qui est de 2013 à 2017, et en particulier les attentats de 2015, et ceux de 2016 aussi, puisqu'il y en a eu en 2016 de très féroces. On ne peut pas traverser cette période-là, mettre les pieds dans le Bataclan, organiser le sauvetage des otages de l'hypercachère, sans être marqué définitivement par cette période-là. À la fois marqué par la violence de l'époque, marquée aussi par la psychologie, par ce qu'on a vu, par l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, dans lesquels on a mis les pieds. Et ça, on ne peut pas en faire abstraction. Alors comment on le vit après, parce que c'est votre question, comment on le vit psychologiquement, vous savez, chacun le vit en fonction de sa propre sensibilité psychologique. Les psychologues de la police nous ont dit après, je me souviens très bien de ça, il y avait le chef des psychologues de la police qui est venu au raid après les interventions de l'hypercachère, et il nous avait dit, vous savez, le psyché, c'est quelque chose c'est un espèce de seau qui se remplit et qui ne se vide jamais. Donc à un certain moment, ça va déborder ou non en fonction du filet d'eau que vous avez, et en fonction des individus, le filet d'eau est différent. Mais ce qui est sûr, c'est que pour certains, ça va peut-être déborder très vite, pour d'autres, non, et ça peut durer des dizaines et des dizaines d'années, ça peut déborder au moment où on s'y entend pas, où on est très loin des faits qu'on a vécus, parce qu'il y a juste un filet d'eau supplémentaire qui va vous le faire déborder, et à ce moment-là, vous craquez. Donc, en fait, ce que je veux essayer de vous dire par cette image que je reprends de ce psychologue, c'est que chacun est différent là-dessus, mais tout le monde est impacté, tout le monde. Certains ne le savent pas, d'autres le savent, d'autres en sont conscients, d'autres feront des traumatismes sévères, certains non. C'est l'inégalité de notre constitution psychologique. Alors, il y a dans ce roman qui effectivement retrace le parcours de Gabi, qui est donc au sein de la lutte antiterroriste, et puis après qui va participer à la vie politique, député. On voit dans ce roman des terroristes qui cherchent à tirer profit des coups bas de la vie politique. Alors, cette partie-là, je me suis interrogé, est-ce que c'est tiré de vos observations ou, je l'espère, de vos inquiétudes? Un peu des deux. Un peu des deux, sans doute. Enfin, pas sans doute, réellement, un peu des deux. En fait, la grande crainte en termes de terrorisme, une des grandes craintes, c'est l'intrusion dans l'appareil d'État, ou l'intrusion dans les grandes entreprises. Sur le grand banditisme, par exemple, je fais un aparté, mais qui est intéressant, sur le blanchiment d'argent, vous savez qu'il y a toute une mafia qui s'insère dans l'économie, et dans l'économie blanche, l'économie réelle, avec des investissements, etc. Et petit à petit prennent des pouvoirs financiers là-dessus. Sur le terrorisme, c'est un peu pareil. La grande crainte, c'est l'intrusion et ensuite l'installation dans notre société en général. Et ça, on le voit. On le voit à petite échelle, évidemment, mais on voit qu'il y a un certain nombre de mentalités qui s'orientent vers cet islam radical et qui fait florès dans notre société quelquefois.
Et puis l'autre gros danger, c'est l'agent, on va dire comme ça, le terroriste infiltré dans les structures de l'État. Parce que, justement, du côté du terrorisme et de l'islam radical, vous avez plusieurs tendances. Vous avez une tendance, pour simplifier, à grands traits, hein, une tendance forte qui sont à la fois les wahhabistes et les salafistes, qui eux sont pour des tendances dures, pour porter le fer, porter le feu, pour faire des attentats. Puis vous avez une autre tendance qui est la tendance frériste, les frères musulmans. C'est ce que j'ai voulu décrire aussi dans ce livre-là, qui est une tendance un peu plus intellectualisée de cet islam radical, mais tout aussi radical. Le but, c'est la charia, le but, c'est d'installer cet islam radical, mais le faire de manière intelligente, en faisant des intrusions dans nos systèmes, et en particulier nos systèmes politiques. Et vous le montrez bien, c'est-à-dire que ce ne sont pas, on va dire, des gens limités intellectuellement, mais au contraire, il y a un apprentissage, il y a on va dire, un passage par l'Égypte, etc., toute une formation qui est à la fois évidemment au combat, mais aussi une forme de structuration intellectuelle, même si elle est détournée, mais en tout cas, voilà, une construction qui fait que ensuite la capacité à s'introduire dans les milieux intellectuels de l'État est facilitée. Bien sûr, bien sûr. Faut pas penser qu'on a affaire qu'à des personnes qui ont la haine dans la voix et dans la tête, et qui vont immédiatement passer à l'action. Il y a des choses qui sont pensées, il y a des choses qui sont pensées sur le long terme, mais vous savez, prenez tous les exemples de notre histoire, la nôtre et l'histoire du monde, toutes les grosses dictatures ou les dictateurs sanguinaires qu'on a eus étaient eux-mêmes, d'une manière générale, et en tout cas entourés par des gens qui étaient intellectuellement à un certain niveau et qui se sont infiltrés comme ça dans la société, qui ont renversé des sociétés démocratiques à un certain moment. On est sur ce combat-là avec l'islam radical, on est sur ce combat-là, c'est ce que j'ai voulu témoigner moi dans ce roman. Bien sûr, c'est un roman, bien sûr que les choses que j'ai décrites sont issues à un certain moment de ma tête, mais elles sont issues de la tête de quelqu'un qui a eu à lutter contre ça. Alors justement, si on est dans les entourages, je reviens du côté du RAID et sur vous, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Gérard Collomb, Christophe Castaner, Gérald Darmanin, vous avez côtoyé une belle collection de ministres de l'Intérieur. Une belle brochette. Voilà, avec lequel avez-vous senti, avec lequel vous êtes-vous senti le plus en confiance? Alors, je dirais que dans votre liste, il y a deux types de ministres de l'Intérieur que j'ai côtoyés. Il y a ceux que j'ai côtoyés dont j'étais sous les ordres parce que j'étais chef du RAID, et c'était mes chefs politiques certes, mais mes chefs. Et puis il y a ceux que j'ai côtoyés en tant que militant politique, on va le dire comme ça. Ouais. Député. Dans les deux premiers, j'ai eu moi, Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur, qui m'a nommé au RAID, et Bernard Cazeneuve, qui a été ensuite ministre de l'Intérieur pendant que j'étais chef du RAID. Moi, je les ai appréciés tous les deux. Je pense que Manuel Valls est un vrai homme d'État. Enfin, tous les deux sont des vrais hommes d'État, mais Manuel Valls a le courage de ces hommes d'État et de travailler sur des sujets qui lui ont porté préjudice, mais de rentrer frontalement sur ces sujets-là. Et j'ai beaucoup aimé, moi, Manuel Valls, que j'ai retrouvé ensuite sur les bancs de l'Assemblée nationale, quand il a été élu, il était à La République En Marche, avant de partir ensuite en Espagne. Bernard Cazeneuve est un ministre de l'Intérieur que j'ai beaucoup apprécié aussi, parce qu'il était tranchant, il prenait les décisions
qui nous était nécessaire, qui m'était nécessaire pendant cette période-là. Et il épaulait l'opérationnel que j'étais. J'ai beaucoup apprécié Bernard, vous voyez, je fais un mélange des deux. Bernard Cazeneuve, qui était vraiment un ministre de l'Intérieur, vu moi, à l'époque qu'on vivait, à l'époque noire qu'on vivait, et de mon rôle de patron du RAID, c'est quelqu'un qui m'a vraiment épaulé dans la mission, donc ça s'est bien passé, j'en garde un très très bon souvenir. C'est un homme d'État en plus supérieur, qui a fini Premier ministre, hein, et qui avait vraiment les valeurs de son camp poussées au maximum, mais en tant qu'homme de gauche républicain. Peut s'opposer peut-être maintenant à ce qui se passe, quoi. Sans vouloir rentrer trop dans le politique. Et ensuite, j'ai rencontré des ministres de l'Intérieur alors que j'étais moi-même politique, et je les ai non seulement rencontrés, mais je les ai côtoyés, je les ai conseillés quelquefois quand ils me le demandaient. Voilà, il y avait on va parler de la loi sécurité globale. Oui. Une espèce d'osmose. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'époque Jean Castex, Gérard Darmanin. Jean Castex comme Premier ministre, Gérard Darmanin comme ministre de l'Intérieur, parce que ça correspond justement à cette loi sécurité globale qu'on avait fait macérer avec Alice Toureau, ma collègue députée de la Drôme, qu'on avait fait macérer les années auparavant sous la houlette du Premier ministre Édouard Philippe, qui nous avait confié une mission là-dessus qui s'est transformée en loi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces trois personnages, Édouard Philippe, Castex et Darmanin. Alors justement, on amène la transition vers le Parlement, la loi, la justice. Vous avez été donc député de la majorité présidentielle. Pourtant, récemment, dans une interview à Paris Match, vous avez déclaré « Quand tu es député, tu n'as pas les manettes ». Ouais. Est-ce que ça veut dire, dans votre bouche, que le Parlement ne sert à rien? Si on était dans un pays parlementaire, ça se saurait. On n'est pas dans un pays parlementaire. On a un Parlement. La démocratie exige d'avoir effectivement un Parlement. On a une chambre basse, une chambre haute. L'Assemblée nationale, le Sénat, c'est une bonne chose. C'est un pays démocratique. Mais on est dans un régime, depuis la Ve République, c'est un régime qui a été taillé à la mesure du général de Gaulle, et les autres, et les successeurs du général de Gaulle ont endossé l'habit, tous. Ils l'ont critiqué avant, sans doute. Ils l'ont tous endossé pendant qu'ils étaient dans ces fonctions-là. On est dans un régime, moi je me rappelle, quand j'étais étudiant en droit constitutionnel, on appelait notre régime un régime semi-présidentiel. On est toujours dans un régime semi-présidentiel. On a un président de la République qui a d'énormes pouvoirs. En fait, c'est lui qui a le pouvoir exécutif. Il nomme le gouvernement. On a un premier ou une première ministre qui a un certain nombre de pouvoirs, mais qui applique le programme du président de la République, qui était candidat et qui a décliné un programme, et ça se fait toujours comme ça. Le Premier ministre, c'est infusible, le gouvernement aussi. Moi, personne dans le gouvernement qui travaille dans leur domaine de compétences, bien évidemment, mais ils travaillent en fonction des orientations qui sont données par le président de la République. Et puis à côté de ça, vous avez une majorité. Alors je ne prends pas ce quinquennat-là qui est un peu spécial, mais sur le quinquennat que j'ai vécu, vous avez une majorité importante, et qui est là aussi pour faire appliquer le programme présidentiel. Ce qui d'ailleurs, moi, ne me posait aucun problème, puisque j'avais adhéré à ce programme-là. Et donc on en était là. Aujourd'hui c'est un peu différent parce que la majorité n'est que relative, et donc on voit les problèmes qu'il y a, mais on est quand même toujours dans ce régime semi-présidentiel. L'homme d'action que vous êtes au fond de vous-même, est-ce que justement il se trouve noyé dans ce Parlement, empêché, limité?
Moi, je suis un cas un peu particulier, comme d'autres, hein, parce qu'ils ont des profils un peu différents, mais d'autres aussi, dans cette majorité-là, il y avait quelques cas particuliers. Et moi, j'étais un cas particulier. Pourquoi j'étais un cas particulier? Parce que j'avais fait ce que j'avais fait, c'est-à-dire j'étais identifié comme le patron du RAID pendant les attentats, j'étais identifié comme une des premières personnes désignées par le président pour de son équipe, pour être de son équipe, donc j'avais une proximité particulière, une vraie connaissance dans le domaine de la sécurité, de l'immigration, la justice, etc. Donc voilà, et j'étais identifié en tant que tel, et quand il y avait une loi de ce type-là, j'étais immédiatement concerné, j'étais proche aussi des ministres de l'Intérieur, donc voilà, j'étais hors du commun dans cette majorité-là. Il y en avait d'autres aussi, des anciens, parce qu'ils étaient anciens ministres, parce qu'ils avaient une figure particulière. Je pense en particulier à Villani, qui était dans son domaine médaille Field, c'est-à-dire en référence sur toutes les questions de... Oui. Donc c'était particulier. Et moi j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu parce que sur tous les sujets sécurité, il y en a beaucoup quand même. Hein. J'étais partie prenante, etc. Et j'ai porté une belle loi avec Alice Toureau. On a porté une belle loi sur laquelle on reviendra. Donc voilà, c'est une situation particulière. Mais je me suis dit au bout de... D'abord, je suis devenu député au bout de 40 ans de police. Député pendant 5 ans, je n'étais pas reparti pour faire une deuxième carrière dans un autre domaine. J'étais parti là parce que l'incongruité des faits et la rencontre avec Emmanuel Macron a fait que j'ai accepté d'être là et ça s'est plutôt bien passé. Mais je me suis dit réellement à un certain moment, et assez rapidement d'ailleurs, dans 5 ans, quand ça va se représenter, tu vas faire quoi? Tu vas te représenter. Si tu te représentes, qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas les manettes, d'où l'expression. Tu as passé ta loi sécurité globale, qui est une loi révolutionnaire dans ce domaine-là. Moi, je continue à le dire. Tu as passé ta loi sécurité globale. Tu n'auras pas une deuxième occasion de ce type-là. Voilà. Après, on tombe dans le rôle traditionnel du député, c'est-à-dire vous arrivez, vous asseyez dans l'hémicycle, après vous êtes assis en commission des lois, moi j'étais, et puis vous avez une loi, vous votez les amendements pour lesquels le gouvernement est favorable, pour lesquels votre majorité est favorable, vous votez contre les autres amendements, même s'ils sont bons. Vous votez contre parce que on avait logique de parti. Ouais. Voilà, on avait dit qu'on ferait le contraire, on l'a pas fait, on a fait comme les autres, et puis ça va perdurer, ça fait comme ça. D'ailleurs, l'actualité fait que aujourd'hui, on est frappé par ça. On a tout un parti qui était favorable à un texte de loi sur les 64 ans de la retraite, pour ne pas le citer. Ils étaient même favorables à 65 ans. Ce parti-là, la moitié de ce parti a voté contre. Donc on est dans des logiques qui sont plus logiques du tout et sur lesquelles le français ne se reconnaît pas. Donc, moi, tout ça, ça me pesait. Je ne voyais pas ce que j'allais apporter le plus au niveau Parlement, en tant que valeur ajoutée. Et puis, j'étais pas parti pour ça. Et donc, j'ai respecté ce que je m'étais mis dans la tête. Alors, justement, dans vos réalisations, en 2021, suite au livre blanc sur la sécurité intérieure, vous avez porté donc la loi sécurité globale, qui a connu quand même pas mal de difficultés. Oui. Hein. Elle portait notamment le concept de continuum de sécurité entre les différentes forces. Quelle était vraiment au cœur l'ambition de cette loi? Alors c'est une loi qui fait suite à, comme je l'ai dit tout à l'heure, une étude pendant 6 mois, une étude parlementaire que j'ai faite avec ma collègue et désormais amie Alice Toureau, qui était députée de la Drôme, qui ne s'est pas représentée elle non plus. Donc on a fait pendant 6 mois, à la demande du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de l'Intérieur de l'époque, on a fait pendant 6 mois une étude sur ce continuum de sécurité. Le continuum de sécurité, c'était quoi? C'était comment mieux faire travailler les polices étatiques, c'est-à-dire police, gendarmerie,
en tant que tel, ce bloc étatique de forces de sécurité intérieure, comment mieux le faire travailler, avec les polices municipales qui montent en puissance, qui sont de plus en plus nombreuses, mais aussi la sécurité privée à un certain autre moment. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la voie publique, vous êtes pris en compte pour votre sécurité par la police ou la gendarmerie et la police municipale. Si vous rentrez dans un grand centre commercial, c'est les sécurités privées qui vont vous prendre en compte sur la sécurité. Et il faut que ces blocs-là, tous ces composantes, ces espèces de Lego s'emboîtent ensemble et qu'on arrive à travailler sur une sécurité globale, c'est une idée philosophique de sécurité globale telle qu'on la conçoit pour le bien-être de la sécurité des Français et des gens qui ne sont pas français mais qui vivent sur notre territoire national. Donc l'idée c'est ça, c'est de passer à cette mentalité de sécurité globale. Aujourd'hui, tout est sécurité. D'abord, il faut arrêter la séparation droite-gauche au niveau de la sécurité, les uns plus répressifs, les autres plus préventifs, etc. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. À chaque fois qu'on était au pouvoir, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de gauche qui était au pouvoir, eh bien, un ministre de l'Intérieur de gauche faisait son job de ministre de l'Intérieur avec l'aspect préventif et répressif, et pareil pour la droite. Donc il faut casser cette espèce de séparation qui fait que la sécurité est devenue un enjeu politique. Donc il faut arriver à lisser ça et à faire en sorte qu'on offre une meilleure sécurité pour les Français. Et donc s'appuyer sur cette idée, d'une part, sur cette philosophie de sécurité globale. La sécurité, c'est l'affaire de tous, y compris les citoyens d'ailleurs. Hein. C'est l'affaire de tous. Et la sécurité doit travailler dans un continuum de toutes les forces de sécurité. Mais je vais plus loin. Alors oui, parce que justement, ce n'est pas que de la philosophie. Non. C'est, je crois, aussi votre expérience du Bataclan, votre expérience au RAID, qui peut expliquer, on va dire, cette philosophie. Enfin, est-ce que vous pouvez expliquer, en fait, de manière très concrète, ce que vous avez pu vivre sur les éventuelles difficultés de coordination, ou en tout cas d'exercice de ce continuum de sécurité? Oui, alors là, vous faites référence à un peu une problématique interne entre l'organisation à l'intérieur même de la police nationale et à l'intérieur même des forces de sécurité entre police et gendarmerie. Ça, c'est quelque chose qui n'entrait pas dans le cadre de la mission. Mais je crois vous a marqué. Mais qui était importante, et bien évidemment. Et puis en tant que député, les 2 premières années, j'étais rapporteur du budget, rapporteur spécial du budget police, gendarmerie, forces de sécurité. Et donc j'ai pu, là aussi, développer cette idée-là. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la police et la gendarmerie? Vous savez que, je vais le faire d'une manière plus générale, vous savez que si vous ajoutez aujourd'hui les forces de police et les forces de gendarmerie, on est un des pays les plus fliqués en Europe. Voilà. Par le nombre d'habitants, on est le pays où il y a le plus de forces de sécurité. Et pourtant, on ne le voit pas sur le terrain. Et pourquoi on ne le voit pas sur le terrain? Parce qu'il y a un certain nombre de freins qui font que les policiers et gendarmes sont rarement sur le terrain, on ne les voit pas assez. Il y a une étude de la Cour des comptes qui dit que les effectifs policiers et gendarmerie dans le dernier quinquennat ont augmenté de 10 000. Effectivement, c'était la promesse qui avait été faite, elle a été tenue, mais la présence des policiers et des gendarmes sur le terrain, en même temps que le nombre a augmenté, cette présence a diminué. Elle a diminué et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de présence dans des espèces de cellules d'état-major, de cellules de réflexion, de cellules de coordination, etc. C'est-à-dire des policiers qui sont mis à des endroits où ils n'ont aucune efficacité sur la délinquance de voie publique. Donc l'idée, c'est de réformer tout ça, de faire redescendre les policiers au niveau de la voie publique pour qu'il y ait les policiers gendarmes, hein, pour qu'il y ait de la présence. Et pour faire ça, il faut réformer l'ensemble du système. On s'aperçoit qu'on a d'abord des missions qui sont des missions loin de la voie publique, qui sont des missions de garde de détenus à l'hôpital, de procuration de vote, de garde d'immeubles, etc., qui usent des policiers et des gendarmes, qui ne devraient pas être là. Et ça, dans le cadre de notre loi, on peut peut-être le confier à de la sécurité privée, un certain nombre, avec un certain nombre de conditions, bien sûr. Et ensuite, on a un certain nombre de choses qui font que,
par défense, moi je dirais, défense pas trop saine de l'ensemble des corps. Il y a des espèces de forteresses qui se sont créées et qui se sont multipliées sur les mêmes domaines et qui ne sont pas nécessaires. Il faut une possibilité de simplification des choses. Aujourd'hui, on a une réforme de la police nationale, on en parle beaucoup, les gens disent c'est une réforme de la PJ, non, c'est une réforme de la police nationale, qui fait qu'on va départementaliser pour avoir plus d'effectifs, mettre plus d'effectifs sur le terrain, ça vient directement du livre blanc. Ce type de réforme-là, il faut le faire. Vous avez, dans nos forces de sécurité, pour traiter du même problème, 3 à 4 unités spécialisées. Moi, quand j'étais chef du RAID devant la commission parlementaire dans laquelle j'étais interrogé, il y a un député qui m'a dit GIPN, GIGN, RAID, BRI, FIPN, Force d'intervention de la police nationale, on n'y comprend rien. Je lui ai dit, monsieur le député, vous avez raison. Et même moi, je m'y perds quelquefois. Mais est-ce qu'il ne faut pas fusionner tout ça? Alors, il faut réformer ça. Fusionner... moi, je ne suis pas pour fusionner parce que aujourd'hui, vous avez, enfin, je cite parce que vous avez dans un ouvrage récent eu un échange avec Thierry Orozco, l'ancien patron du GIGN. Vous discutez et en fait, quand on voit votre analyse, il y a beaucoup de similitudes. Oui. Et on se dit, mais pourquoi maintenir ces deux unités? Eh ben parce que je vais vous le dire. D'abord, parce qu'on a besoin de ces deux unités-là, parce qu'on en a besoin dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans le cadre d'autres luttes, on a besoin de ces deux unités-là. Et ensuite, si on fusionne ces deux unités, historiquement, d'abord, ça va être une énorme injustice. Ni l'une ni l'autre ne mérite de disparaître. Ni l'une ni l'autre ne mérite de disparaître. Ça, c'est une très très forte injustice. Et ensuite, du point de vue pratique, est-ce qu'on y gagnerait? Non, on n'y gagnerait pas parce que en fusionnant et en faisant une grosse unité, on serait moins présent sur le terrain qu'en ayant deux autres unités. Non, ce qu'il faut faire, par contre, c'est les coordonner mieux. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai proposé dans ce livre, ce que j'avais proposé en tant que chef du RAID, ce que j'ai proposé en tant que député. Je suis pour un commandement unique de l'ensemble de la structure, de ces deux unités-là. Comme à l'armée. L'armée, vous avez dans les forces spéciales, vous avez un COS, un commandement des opérations spéciales. Un commandement unique. Et ce commandement unique, évidemment, vous le mixez, vous mettez du gendarme et du policier, et après, celui qui est chef, on alterne au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Enfin bon, ça, c'est pas un gros problème. Vous avez un commandement unique qui va donner les missions à la fois au GIGN et au RAID, et à leur déclinaison au niveau local. Et là, vous verrez qu'il y a des missions pour tout le monde. Et non seulement ça, mais on gagnera de l'énergie, on gagnera de l'argent aussi, parce qu'on n'aura pas des équipements en double et en triple. Peut-être que ça ne nécessite pas d'avoir des équipements lourds en double ou en triple, parce qu'on les utilise tellement peu que peut-être qu'à un certain moment on peut faire des économies là-dessus, mais c'est surtout qu'on va avoir une unité de commandement qui va être beaucoup plus efficace dans ce domaine-là, en respectant l'identité des deux unités. C'est, à mon avis, la meilleure chose à faire, mais ça c'est valable à la fois pour ça, mais c'est valable aussi pour toutes les structures dans la police nationale. Vous savez, par exemple, pour la police technique et scientifique. Vous voyez, les NCIS, là, qui font les prélèvements, les machins. La police technique et scientifique. Vous avez en France la gendarmerie qui a une unité centrale de police technique et scientifique, la direction générale de la police nationale qui a un service central de police technique et scientifique. Vous avez la préfecture de police qui a un service central de police technique et scientifique et qui se décline sur le terrain. Sur le terrain, la gendarmerie a une centaine de pôles, un par département de police technique et scientifique, tandis que la police nationale en a 52. Et il y en a qui ne sont pas utilisés. Il y en a qui sont au chômage technique toute l'année, ou alors qui font 2-3 bricoles, etc. Donc à un certain moment, il faut arriver à avoir le courage de rationaliser tout ça en faisant fi de ce que les administrations ou les armes vont nous dire, parce que, en fait, en réalité, dans les grandes réformes et dans la problématique que vous avez aujourd'hui, dans la réforme de la police nationale, par exemple, derrière,
vous avez à la fois des structures et vous avez des gens. Et les personnes qui sont là sont des personnes qui sont à un certain poste et qui ambitionnaient d'aller à un certain poste. Si vous cassez la structure, vous tapez dans leurs ambitions. Donc vous avez une problématique. Mais moi, ce que je peux vous dire de mon passage du politique, mais je le savais déjà, même sans être politique, c'est que c'est le politique qui doit s'imposer. C'est le politique qui détermine sa politique. Il a été élu pour ça. Et il doit la faire appliquer, y compris dans les plus bas recoins des administrations. Et ce qui bloque, c'est cette espèce de nébuleuse d'administration centrale et locale, et qui bloque à tous les étages. Ce qui bloque aussi, c'est les positionnements, les espèces de petits fiefs que l'on s'est fait. On est là, on est dans sa zone de confort. Voilà, on maîtrise bien. Je dis pas qu'on travaille pas, hein, mais je dis on maîtrise plutôt pas mal. Mais on n'ira jamais donner un coup de main à l'autre parce que ça fait pas partie de mon truc. C'est ça qu'il faut casser. Parce que le français, lui, la sécurité qu'on lui doit, ce qu'il demande, c'est de voir des gens dans la rue, d'être présent, de pouvoir être rassuré, etc. Et pour l'instant, on est en échec là-dessus. Jean-Michel Fauvergue, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a salué la dignité des procès liés aux attentats de 2015 qui se sont tenus l'année dernière lors d'un discours aux Invalides. Est-ce que, avec ce recul-là, vous considérez que c'est bien l'état de droit qui gagne? Oui, tout à fait. Moi, ces procès-là, je les ai suivis déjà. Pas de bout en bout parce qu'ils étaient longs et fastidieux, mais je me suis intéressé à ces procès. Et c'est de notre... je pense que c'était pour le coup une grosse réussite de la justice, de notre justice. C'est pas tout le temps le cas. La justice on a un gros problème de justice dans notre pays, mais sur le terrorisme, c'est une grosse avancée. C'était important. On peut regretter quand même le temps long. On aurait peut-être dû avoir des procès avant, mais je veux surtout féliciter la justice là-dessus. Parce que, pourquoi c'était important d'avoir des procès dans ce domaine-là? Parce que nous, on défend un modèle et chacun à son poste doit défendre ce modèle. Moi, au niveau du RAID, quand on est intervenu, du RAID, la BRI, le GIGN, quand nous sommes intervenus à l'Hypercacher ou dans d'autres endroits de ce type-là, c'était pas seulement pour sauver des otages et des victimes. Certes, c'était important et on l'a fait, mais c'était aussi pour dire nous sommes là, nous céderons rien et nous avons des valeurs et nous défendons aussi nos valeurs. Les hommes du RAID, quand ils montent à l'assaut, c'est pour défendre aussi les valeurs de la République, de manière générale. Et ce procès-là, c'est notre système qui s'est mis en route et qui a fonctionné avec un procès, avec des témoignages, avec des plaidoiries, avec de la défense, avec de l'accusation, et avec au final des condamnations. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces procès-là? Qu'est-ce qu'a fait notre société, la société française? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit face aux terroristes, vous avez été interpellés, on va vous faire un procès comme nous, on sait les faire, et on va respecter nos lois à nous, et vous allez être jugés avec nos lois à nous. Et non pas, on ne se met pas en riposte de ce que vous avez fait, et on va pas utiliser des moyens qui ne sont pas les nôtres, on utilise les moyens qui sont les nôtres. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aborde dans le roman, et dans ce roman, le sous-titre, c'est « Servir ou faillir ». Alors justement, je crois que c'est un détournement de la devise du RAID. Exactement. La devise du RAID, c'est servir sans faillir. Mais le « ou » est très important, et je vous laisse le découvrir dans le roman, mais ce thème-là est abordé dans ce roman-là. Est-ce qu'on doit riposter avec nos moyens de l'état de droit? C'est la question. Et là, on l'a fait avec ces procès-là qui ont été exemplaires.
Alors justement, dans l'idée de justice, il peut y avoir l'idée de réparation. Pensez-vous réellement que l'on puisse déradicaliser des esprits qui ont été si profondément impactés par la violence ou par Daesh? Je sais pas répondre à votre question. Je ne sais pas répondre à cette question-là, parce que bien qu'on a été frappé par le terrorisme depuis pas mal de temps, on n'a pas encore assez de recul pour ça. Est-ce qu'on peut déradicaliser des gens qui sont dans la haine de notre pays, qui veulent tuer nos citoyens, nos policiers, nos gendarmes, nos hommes politiques, etc. Je ne sais pas, j'espère que oui. J'espère que oui. Je pense que d'ailleurs, il doit y avoir sans doute des personnes qui ont abandonné ces mentalités-là. Mais je ne sais pas si quelqu'un qui est passé à l'action, qui a fait des massacres, est capable ensuite d'abandonner ce type de mentalité. Quelqu'un qui n'est pas passé à l'action, qui n'a pas fait des massacres, peut-être à un certain moment, il a un choc et il va se dire... non, mais je vais me diriger vers autre chose, c'est pas le bon chemin. Peut-être, je le souhaite de tout mon cœur, moi, de ça. Mais je peux pas vous répondre à ça, je sais pas. Parce que je sais pas. Jean-Michel Fauvergue, aujourd'hui vous donnez de nombreuses conférences sur la thématique du management, de l'art de la négociation. J'aimerais qu'on aborde un peu cette partie qui est surtout beaucoup issue de votre expérience au RAID. Quand vous prenez la tête du RAID en 2013, je crois que c'est une forme d'aboutissement pour vous. Vous aviez l'envie de diriger ce pôle. Et pourtant, à votre arrivée, vous voulez, on va dire, apporter votre touche, impulser des approches nouvelles. Comment fait-on pour manager des équipes avec autant de fortes personnalités qu'au sein du RAID? C'est une très bonne question. Alors c'est vrai que pour un commissaire de police, le RAID, commander le RAID, c'est un aboutissement. En tout cas, ça l'a été pour moi. D'ailleurs, ça a été un aboutissement de carrière, puisque moi j'ai pris le RAID très tard, j'ai pris à 57 ans. Et ce qui est avec le recul, ce qui est une bonne chose, parce que j'ai eu l'expérience de management de tas d'équipes auparavant. Moi, je suis plutôt un policier de terrain, un commissaire de terrain. Le rôle des commissaires, c'est de manager, c'est de diriger, c'est d'aller sur le terrain, mais c'est aussi d'avoir la conception de leurs unités, et peut-être une vision d'avenir aussi quand ils prennent leurs unités. Et la vision d'avenir, elle ne se construit qu'à partir du moment où vous analysez la menace à laquelle vous êtes confronté, quel que soit votre positionnement. Moi, c'est la première chose que j'ai fait au départ du RAID, c'est quand je suis arrivé au RAID, on était en période très tendue. L'affaire Mohamed Merah, c'était 14 mois auparavant, on ne l'avait pas encore digéré, il y avait des tas d'attentats dans d'autres pays, démocratiques ou non d'ailleurs, et il fallait les analyser. On savait qu'on était en situation très tendue, qu'on allait avoir des attentats majeurs, ça on le savait. On ne savait pas quand, mais on savait qu'il allait avoir. Donc il a fallu rapidement savoir si ce RAID était à niveau pour ça, si on devait changer nos process d'intervention, etc., etc. Ça s'est fait par l'analyse de la situation. Et l'analyse de la situation, elle est impulsée par le patron, d'une manière générale. Et cette analyse de la situation, de cette analyse découle une stratégie. Et la stratégie, d'une manière générale, c'est ce que je dis aux entreprises devant lesquelles je fais des conférences. La stratégie, elle vient d'en haut. La stratégie, c'est la stratégie d'un seul homme ou d'une équipe autour de lui qui est issue de l'analyse de la situation. Elle vient d'en haut. Mais cette stratégie, bien que venant en haut, elle est enrichie par le bas. Elle est enrichie par les collaborateurs, elle est enrichie par les opérateurs au RAID. Et le patron du RAID doit dire, voilà, on est désormais confronté à des terroristes radicalisés qui vont prendre des gens en otage.
c'est une différence fondamentale avec les autres preneurs d'otages qui ont des problèmes psychologiques et qui, eux, ne sont pas radicalisés. Pourquoi? Parce que la différence fondamentale, c'est que le fait que ces terroristes radicalisés veulent mourir les armes à la main pour monter au paradis d'Allah. Ça, voilà. C'est cette analyse-là qui est importante. Donc, est-ce que l'on va utiliser les process d'intervention qu'on utilise d'habitude, la négociation en particulier? Est-ce qu'au milieu de l'assaut, on va s'arrêter pour essayer de renégocier ce qu'on fait avec des individus qui ont des problèmes psychologiques, y compris des preneurs d'otages d'ailleurs. Et on sort dans ces affaires entre guillemets classiques, on sort à peu près 80% des personnes à la négociation. Le reste étant fait de manière de vive force, mais sans utiliser les armes létales. Mais avec les terroristes radicalisés, on ne peut pas, puisqu'ils veulent mourir. Ils n'ont pas de prise sur la négociation, ils veulent mourir. Le temps, ils le récupèrent pour eux. Nous, il faut absolument qu'on aille beaucoup plus vite, etc. C'est tout ça qui avait changé. Et c'est ça. Oui, et alors justement... dans le management qui a changé. Ouais. Dans ce management, typiquement, donc dans les premiers assauts, c'est en 2015, suite à l'assaut du RAID lors de la prise d'otage de l'hypercacher, vous avez demandé aux équipes de prendre un certain nombre de risques pour répondre à la menace, et ces risques, si je crois avoir compris, font l'objet de critiques internes. Oui. Comment gérez-vous à ce moment-là, ce moment de tension, alors que la France entière vous félicite? Oui, la France entière et toutes les unités étrangères qui nous téléphonent en disant venez chez nous, dites-nous comment vous avez fait, on veut avoir le renseignement, c'est magnifique, etc. Donc il y a une espèce de hiatus là, une espèce de paradoxe qui fait que je suis critiqué, le management est critiqué par une infime partie de nos opérateurs. En fait, pourquoi? Parce que tout simplement, ça découle de ce que je vous disais, on a analysé l'évolution de notre menace. On a appliqué une stratégie qui est la stratégie de ne plus négocier et d'aller beaucoup plus vite, qui est une stratégie simple, hein, en fait, pour sauver des otages, c'est ça qu'il fallait faire. Et on a éduqué nos dirigeants, le directeur général et le ministre de l'Intérieur, avec l'aide du chef du GIGN qui était dans la même phase que moi. On a éduqué entre guillemets, le ministre de l'Intérieur en lui disant « Monsieur le ministre, quand il nous arrivera ça, quand il nous arrivera une nouvelle affaire du type Mohamed Merah, pas s'il nous arrive, mais quand il nous arrivera cette affaire-là, eh bien on ne négociera plus, on ira le plus rapidement possible, et même si on a des zones qui tombent, eh bien on les enjambera et on ira au bout jusqu'à la neutralisation de l'individu. » Parce qu'en l'occurrence, on était, pour rappeler... On était 6 mois avant, là, et lors de l'hypercacher, vous avez à gérer la simultanéité de deux opérations, de les frères Kouachi qui sont à l'imprimerie de Damartin-Angol, et vous qui êtes à l'hypercacher, et les deux communiquent. Et les deux communiquent, et donc il fallait des assauts combinés avec le GIGN, avec qui j'avais d'excellents contacts, le chef du GIGN. J'avais des officiers d'ailleurs du GIGN avec moi, 2 officiers pour le renseignement, et moi j'avais laissé 2 officiers avec le chef du GIGN, donc les choses étaient parfaitement huilées dans ce domaine-là. Mais pour en revenir à ce que je vous disais, voilà, cette stratégie, elle est définie. Après, il faut la partager avec vos opérateurs. Et à un certain moment, vous leur dites, écoutez les gars, on n'est plus dans une situation traditionnelle, il va falloir aller beaucoup plus vite, il va falloir moins se protéger, on ne va pas prendre le gros bouclier sur roulette qu'on appelle le Ramsès, le gros machin, parce qu'on n'arrive pas à avancer, donc on a juste des boucliers portables, on y va. Peaufinez-moi cet assaut-là, vos process d'intervention, dans le cadre de la stratégie que je vous donne. Et effectivement, là, on est dans une situation d'échange mutuel. C'est ce que nous, on appelle au RAID le management de cœur. C'est la situation avant la crise. Management de cœur, moi, je donne mon but, ma stratégie, eux l'enrichissent de leur expérience de terrain. Voilà. Et c'est cette combinaison de ça qui va faire réussir l'affaire. Parce que si eux, à un certain moment, moi je leur dis, vous allez faire comme ça, et vous allez faire comme ci, comme ça, moi, sur le terrain, je suis moins spécialiste qu'eux. Par contre, j'ai ma stratégie, je sais comment, je sais vers où je vais aller. Et c'est comme un espèce de navigateur qui a un cap, et qui, en fonction du vent, va tirer des bords. Donc
obligé de faire ça. On est dans le management de cœur. Après, vous avez une phase où vous êtes dans la crise. C'est ce que je dis aux entreprises. Ça existe tout le temps. Dans la crise, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir des crises avec des preneurs d'otages. Hein. Il y a des crises. Oui. Vous êtes dans la crise, mais la crise, c'est la crise. Vous êtes dans la crise, et dans la crise, c'est un commandement de guerre. Alors justement, pour faire un petit zoom là-dessus, quand on voit à l'écran, parce que justement ça faisait partie des contraintes de ce que vous avez vécu, notamment à l'hypercachère, les caméras de toutes les chaînes d'information continue étaient sur place. Une intervention du RAID, c'est très impressionnant. Il y a des colonnes, il y a des snipers qui sont en couverture, et il y a un PC de commandement. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne voilà, pendant cette mise en place et puis cette intervention? Oui, quand vous arrivez sur place, vous mettez en place rapidement 3 PC, 3 postes de commandement. Le poste de commandement opérationnel le plus important. C'est dans ce poste de commandement-là que un de mes principaux adjoints, un commandant fonctionnel, va définir la stratégie de l'assaut. En ayant les renseignements, récupérer les renseignements opérationnels, les renseignements d'ambiance, par où on peut rentrer, comment l'hypercachère, où sont les rayons, etc. Enfin, tous les renseignements d'assaut, il va définir la stratégie d'assaut. Il va me soumettre cette stratégie d'assaut. Vous avez un deuxième PC, qui est le PC des postes de commandement des négociateurs. À l'hypercachère, puisqu'on ne négocie plus, on va quand même garder les négociateurs qui vont prendre du contact. Pourquoi du contact? Parce que avec les preneurs d'otages radicalisés, ils se la racontent beaucoup, ils donnent du renseignement. Et nous, on a besoin de renseignements, savoir combien il y a d'armes, combien il y a d'otages, s'il y a des explosifs, etc., etc. Donc les faire parler et donner du renseignement. Et puis divertir leur attention, accaparer leur attention. Ça, c'est important aussi. Et puis un troisième PC, c'est le PC des autorités. C'est là où on met toutes les autorités, là sur la maire de Paris qui est passée, le préfet de police, les collègues de la sécurité publique, les collègues pompiers, etc. Toutes les autorités qu'on peut avoir là, on les met ici pour pas qu'elles viennent polluer le PC opérationnel. Et le rôle du chef du RAID, dans un premier temps, c'est de faire des allers-retours entre les 2 PC opérationnels et autorités, et d'informer, d'abreuver les autorités d'information. Pourquoi? Parce que plus on donne des informations aux autorités qui sont décisionnaires en général, plus on arrive à modeler la décision dans notre sens, là où on veut aller. En fait, en réalité, c'est un jeu de dupes. Le chef du RAID, c'est l'opérationnel, il sait où il va, et il a surtout pas besoin de freins, il a besoin d'accords. Donc pour avoir des accords, il faut expliquer aux gens, les orienter sur eux. Et donc voilà, ça se fait comme ça. Et puis quand le top assaut est annoncé, eh bien, les colonnes se mettent en route. Là, on est dans le moment que je vous disais tout à l'heure de commandement de guerre. Pourquoi commandement de guerre? Parce que là, il y a un seul qui prend la décision. C'est le chef du RAID, c'est le chef opérationnel qui prend la décision. Clemenceau le disait à la Première Guerre mondiale, il dit, quand on est en période de crise, il s'y connaissait, il faut, pour décider, être en nombre impair et pas plus de 2. Donc la décision, elle appartient au chef du RAID. L'assaut, c'est maintenant, tout de suite, immédiatement, et on va à l'assaut. Après, la décision, c'est quelque chose de dur à trancher. C'est un truc, ça vous arrache le cœur, ça vous arrache un bras, quoi, la décision. Vous ne savez pas, pourquoi? Parce que quand vous donnez votre top assaut, vous ne savez pas si l'affaire va réussir ou non. Vous avez mis toutes les chances de votre côté, bien évidemment. Vous avez les meilleurs autour de vous. Vous avez une stratégie d'intervention. Mais vous ne savez pas s'il va pas y avoir un petit truc, si la porte ne s'ouvre pas, que le preneur d'otages nous rafale les otages. On a 10 morts dans les otages. C'est un échec complet. Ça n'a pas été le cas. On a sauvé tous les otages à Vincennes. Mais on ne le savait pas. Moi, je ne le savais pas quand je prends ça. C'est une décision. C'est terrible. La décision, vous la reconnaissez à ça. C'est que ça vous fait baliser. Vous ne savez pas si vous allez gagner la partie. Et puis ça vous arrache le cœur à un certain moment. C'est pas comme choisir ce soir si je vais aller manger au McDo ou à la pizzeria du coin. Ça n'a aucune conséquence à part sur le cholestérol et encore. Mais ça, c'est pas une décision, c'est un choix. Donc la décision, elle fait mal. Et puis après la décision, une fois que vous l'avez prise, une fois que vous avez le résultat de cette décision-là, si c'est une réussite, ben cette réussite-là, en tant que chef, et c'est ce que je dis à mes entrepreneurs, aux entrepreneurs dans lesquels j'interviens,
cette décision-là, vous la partagez avec, elle vous échappe, vous la partagez avec tout le monde, avec vos gars, avec tous les gens qui sont autour. Vous voyez même des inconnus arriver qui vous félicitent, qui se prennent surtout la décision pour eux, quoi, alors qu'on ne les avait pas vus. Enfin bref, voilà. Cette décision, elle se partage. Si c'est un échec, tout est pour vous. Tout est pour vous. Vous êtes payé pour ça, c'est votre rôle, c'est votre job. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et ça, c'est le deuxième temps. Et vous avez un troisième temps, et peut-être que vous... Le retour sur expérience. Et alors, vous m'en avez un peu parlé. Mais effectivement. Mais juste avant... Je voudrais savoir, parce qu'on sent chez vous effectivement la maîtrise de ces processus de décision. J'ai lu que vous étiez un adepte des arts martiaux depuis longtemps, allant même jusqu'à des compétitions internationales sur le wushu. Est-ce que cette pratique des arts martiaux, là, au cœur de cette décision, vous aide, notamment par exemple à Vincennes pour l'hypercachère? Sans aucun doute, tout m'a aidé, moi. Effectivement, les arts martiaux, je les ai pratiqués pendant une trentaine d'années. Je les ai enseignés, j'ai fait de la compétition à haut niveau, j'ai arbitré à haut niveau. Les arts martiaux et autres sports de combat, puisque j'ai fait pas mal de sports de combat, vous apprennent la maîtrise, vous apprennent l'idée que vous ne pouvez pas faire de combat, par exemple, sans recevoir des coups, c'est pas possible. Alors, en tout cas pour moi, je veux dire, donc vous oblige à cette acceptance-là, d'avoir une contrepartie à l'action que vous menez. Et puis surtout, dans les arts martiaux, d'une manière générale, vous avez une espèce de méditation qui est importante. Les arts martiaux chinois, d'une manière en particulier, vous avez une forme externe qui est le combat, vous avez la forme interne qui est le tai chi chuan, donc une forme de relaxation, et vous avez une forme psychologique qui est le travail sur les énergies. Donc vous avez tout un ensemble qui effectivement moi m'a beaucoup aidé, mais il n'y a pas que ça qui m'a aidé. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est le fait d'avoir un équilibre. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, d'avoir un équilibre dans la vie privée, d'avoir des passions, d'être sportif, enfin un certain nombre de choses qui fait que certains sont musiciens. Moi, je ne le suis pas. Un certain Red était musicien. Vous sont musiciens. Vous avez plein de trucs qui font que vous avez besoin de tout ça pour gérer votre crise. Et puis vous avez aussi des techniques de gestion des crises. On appelle ça des TOP, des techniques d'optimisation des potentialités ou du potentiel, comme vous voulez. Vous avez par exemple une technique d'imagerie personnelle. C'est ce qui moi m'est arrivé en rentrant dans le Bataclan. Vous êtes figé par le spectacle. Vous vous reconditionnez parce que vous n'avez pas de temps à perdre, surtout quand vous êtes le chef du dispositif, et vous reconditionnez en pensant à une image très forte que vous allez choisir, que vous avez pré-choisie. J'en parle d'ailleurs. Oui, dans ce roman, c'est frappant. Enfin, d'ailleurs, vous démarrez par ça. On comprend la sidération qui est la vôtre en rentrant dans ce Bataclan, mais justement, comment est-ce qu'on peut décider d'activer cette image ? C'est une volonté personnelle et c'est un mécanisme de survie. C'est un mécanisme que vous travaillez avant. Hein. C'est quelque chose que si vous n'avez pas ce réflexe-là, vous le ferez pas, vous aurez du mal, vous resterez sidéré. Vous savez, en face d'une situation sidérante, vous avez trois solutions, soit fuir, pour le raid c'est pas possible, soit rester sidéré, et c'est la plus mauvaise des situations, parce que un nombre d'otages se sont fait tuer parce qu'ils n'ont pas réussi à fuir. Ouais. Et la fuite, c'est pas une mauvaise solution. Hein. La fuite, les militaires appellent ça le retrait. Vous retirez pour pouvoir reconstituer vos forces et rentrer. Mais sauf que quand vous travaillez dans l'instantanéité comme au raid, c'est pas possible. Et puis après, la troisième chose, c'est le combat. Et donc, pour quelqu'un qui est formé pour le combat et diriger une équipe de combat et aller au combat, vous ne pouvez pas rester sidéré trop longtemps. Donc il faut effectivement
travailler en amont les images fortes que vous allez convoquer quand vous avez cette sidération. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Et ces images fortes, je les avais déjà en tête et vous les recoloriez quelquefois, vous les travaillez. Et c'est des images de vérité qui vous ramènent à un moment sympathique de votre vie et qui vous permet de casser, de déconnecter avec l'horreur que vous voyez, et pour ensuite, non pas pour vous évader, mais pour reprendre vos sens et ensuite repartir au combat. J'ai envie de faire une analogie avec les images. Les images, eh bien, c'est celle d'un film récent, le film de Cédric Jiménez, Novembre, qui est sorti il y a quelques mois, avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, qui suit la traque qui a suivi les attentats du Bataclan. 5 jours, 5 nuits qui séparent l'attentat de l'assaut final que vous avez piloté. Qu'avez-vous pensé de cette reconstitution cinématographique? Alors moi j'ai un grand quotidien qui m'a demandé d'aller voir le film, enfin qui m'a en avant-première, et pour ensuite faire un article sur ce film-là, ce que j'ai fait, et je l'ai trouvé très bon, moi, le film. On a vraiment la... Alors c'est un film surtout sur l'enquête, hein. C'est pas sur l'équipe d'intervention, c'est un film sur l'enquête, mais les choses sont restituées de manière idéale, très très bien film. Quand on voit tous ces téléphones qui sonnent, etc., ça retrace cette espèce de, là encore une fois, de sidération qui se passe sur cette nuit du 13 novembre, des terrasses et du massacre du Bataclan et du stade de foot. Ouais. Et c'est très bien relaté. Et ce qui est très bien relaté aussi, c'est l'évolution de l'enquête dans le film, sous le sceau de l'urgence, parce qu'on pense qu'il va y avoir encore d'autres attentats et qu'il faut les éviter. Et de fait, quand on va à Saint-Denis, nous, 4 jours après, et qu'on neutralise les 3 terroristes, un des 3, ils avaient prévu d'aller faire un attentat majeur sur la dalle de la Défense. Donc ces enquêteurs ont raison, il y a un danger phénoménal, et on voit cette évolution d'enquête. On voit d'ailleurs que le film démarre sur un PC de commandement. Non, il démarre sur le fait que les services spéciaux français, les services de la DGSE, loupent l'individu en Grèce. À l'étranger, en Grèce, ce qui est la réalité des choses. Donc il est très bien renseigné, ça part bien, il y a du rythme, et c'est exactement ça. Et on voit aussi toutes les fêlures internes et tous les craquements qu'il y a au sein de ces unités d'enquête, en particulier avec Jean Dujardin, qui à un certain moment ne résiste pas, et va mettre une gifle, une grosse gifle à un terroriste, et qui se fait reprendre par sa chef. On a aussi une capitaine de police qui fait son enquête toute seule dans son coin, etc. Ce qui est extrêmement... Alors moi j'ai bien aimé ce passage-là, parce que c'est extrêmement nuisible en enquête, et elle est bien reprise, et là on voit bien que c'est une affaire d'équipe aussi. C'est ce que d'ailleurs, là aussi j'en parle beaucoup moi dans mes conférences, travailler à la fois sur le management et sur l'équipe agile, mais travailler en équipe. On ne peut pas travailler en individuel quand on est flic, c'est pas possible. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce film-là. L'intervention du raid, elle relate la réalité des choses et les difficultés qu'on a eues. Bon, elle dure 7 minutes au lieu de durer 7 heures, donc ça tire autant en 5 minutes qu'en 7 heures, donc elle est très 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 forte, mais ça relate bien les difficultés qu'on a eues avec des explosifs qui ne pètent pas, donc on ne peut pas avancer, etc. etc. Jean-Michel Fauvergue, on arrive au terme de cet entretien. Patron du RAID, policier, ce sont des missions que vous avez espérées, que vous avez exercées avec intensité. J'ai une question personnelle à vous poser. Si aujourd'hui, maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Jean-Michel que vous étiez à 18 ans, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous? Connaissant tout mon parcours, toute ma carrière, etc.,
Si j'avais... alors c'est difficile à répondre, mais si on prend cette question-là comme le fait d'avoir la possibilité de faire une deuxième vie, et bien comme j'ai connu tout ça, je ferai autre chose. Et j'essaierai de faire autre chose dans quelque chose de dynamique. Mais si j'ai en face de moi un jeune de 18 ans qui est fan de la police, je dirais que c'est le plus beau métier au monde parce qu'on peut faire 20 métiers différents. C'est ce que j'ai fait moi, 20 métiers différents. En fait, en réalité, l'idée de rentrer dans la police, c'est de servir ses compatriotes sur des positionnements qui peuvent être différents et qui, à un certain moment, ne vont pas vous faire entrer dans une routine. C'est un travail passionnant, c'est des carrières passionnantes qu'on a dans la police, et donc il faut les faire jusqu'au bout, il faut y aller. C'est une très bonne idée que d'être policier aujourd'hui, mais à condition de sortir de la morosité ambiante et d'avoir cette envie d'aller de l'avant et d'accomplir sa vie au travers de ce travail-là. Et ça, c'est quelque chose de phénoménalement important. Mais pour accomplir sa vie à travers de ce travail-là, à chaque étape, il ne faut jamais oublier qu'on ne fait pas ça pour nous. Enfin, ça nous fait plaisir, bien évidemment, mais qu'on fait ça pour assurer la sécurité d'autres personnes qui comptent sur nous. Et ça, c'est quelquefois trop souvent perdu de vue, y compris par les gens qu'on a sur le terrain. Jean-Michel Fauvergue, merci. Merci.